Bienvenue dans cette place de grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Oui, place des grands hommes, cette émission qui accueille ici des grands penseurs, des gens qui viennent pour pouvoir exposer leurs idées, montrent aussi, nous avons là l'occasion de connaître un peu ce qu'ils pensent et comment ce qui doit être comme étant leur vision du monde, comment est-ce qu'ils entrevoient l'avenir, comment est-ce qu'ils comprennent le présent. Donc, c'est ça, l'émission Place à des grands hommes. Cette émission, aujourd'hui, nous allons accueillir pour vous un enfant de la télé. Oui, un enfant de la télé qui a fait ses classes à la télé et aujourd'hui qui a maintenant sa propre chaîne à des télévisions, mais surtout un grand penseur. Oui, un grand penseur, une intelligence de ce pays. Donc, lui, c'est Christian Bosembe que nous allons accueillir sur ce plateau. Nous allons l'accueillir dans cette place à de grands hommes. Notre émission donne l'autorisation de réfléchir à toi. Merci. Si vous pouvez vous mettre. Merci. Donc, nous sommes avec Christian Bosembe. Donc, dans cette émission, on a 3 rubriques. La première rubrique, c'est d'abord l'auto-présentation. Et nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet qui sera, vous allez tirer les lettres au sort et à la fin, ça sera l'instant télé. On commence directement avec la première rubrique. Si vous étiez donné de vous présenter vous-même, qui êtes-vous? Alors, c'est l'exercice le plus difficile pour quelqu'un de se présenter. Les journalistes, nous sommes habitués de parler des autres, mais généralement pas de nous. Alors, je suis journaliste et conférencier. Voilà ce que je pourrais dire. Et donc, je m'essaie dans la réflexion. J'aime bien réfléchir sur des questions existentielles et sur des questions du futur, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je suis Christian Bosembe à l'état civil. Voilà. Parfois, vous prenez aussi des tendances. Oui, j'ai beaucoup de tendances en tout cas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de neutralité. La neutralité, c'est la lâcheté. C'est l'irresponsabilité. C'est la lâcheté, c'est pire que l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est pardonnable, mais c'est plutôt la lâcheté qui est condamnable. Et donc moi j'ai des positions et que j'assume d'ailleurs. Je suis pas neutre et je ne le serai jamais. J'ai des positions et je les assume et je les affiche. Vous avez des positions, vous les assumez et vous les affichez. Ouais. Donc vous n'avez pas peur de vous créer des ennemis. J'ai peur de la peur. Vous avez peur de la peur. Ouais. Ce qui veut dire? J'ai peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur. Ouais. Bon, avec des explications un peu plus claires. Ça veut dire que j'ai pas peur. C'est la seule chose qui puisse me faire peur, c'est la peur elle-même. Donc, à l'idée de savoir que je peux avoir peur, alors je n'ai pas peur. Donc, du coup, j'ai mes forces à affronter ma peur personnellement. Donc, ce qui ne m'effraie pas, moi, je n'attaque pas. Il faut que ça m'effraie pour que je l'attaque. Donc, le jugement des autres, je comprends que l'on juge quand on n'a pas d'informations. Il faut avoir plus d'informations pour avoir la possibilité de juger quelqu'un. Donc, si vous jugez quelqu'un sur base de l'apparence, eh bien, vous allez vous tromper énormément. Donc, il y en a qui ne me connaissent pas, qui ont des appréhensions sur moi, je peux comprendre. Et puis, il y en a qui m'approchent et ont des jugements sur moi, je le comprends aussi. Et puis, il y en a qui n'ont besoin de rien d'autre, qui ont juste besoin de me condamner. Ben, on est en République démocratique. Rien d'autre que de vous condamner. Ben, je comprends. On est dans le vif du sujet. Vous aurez l'occasion de tirer au sort 3 lettres. Ce sont ces 3 lettres-là qui vont conduire notre entretien de ce soir. Alors, je vous invite à choisir une lettre là-bas. Donc, mesdames, si vous êtes dans Place de grands hommes, cette émission vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Notre invité va choisir une des lettres. Oui. N'importe. Oui. Donc, une des lettres qui se trouve. Bon, vous allez ouvrir et nous révéler ce qui s'y trouve. Je remets les trucs à l'intérieur? Pas de problème. On tire la première lettre, cher ami téléspectateur. Alors, je vois, c'est I. La lettre I. Ouais. Oui, la lettre I comme immortalité, la lettre I comme indépendance. Oui. Indépendant aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans que nous sommes, 62 ans que nous sommes indépendants. La classe politique congolaise est-elle capable ou a-t-elle l'envergure des enjeux que représente la République démocratique du Congo? Christian Bosembe.
D'abord, il faut dire que la thèse de l'indépendance est une thèse assez controversée. Comment? Puisque quand on parle de l'indépendance, je prends les premières lettres IN, après je laisse dépendance à côté, ça me renvoie dans indépendance, ça veut dire dans la dépendance. C'est-à-dire après l'indépendance, nous sommes entrés dans une sorte de dépendance. Comment? D'abord parce que vous n'avez pas de logiciel de réflexion propre à nous-mêmes. Nous n'en avons pas. Depuis que le blanc est parti, nous n'avons pas conçu nos propres règles à nous. La faute, on l'incombe à qui? Ici, Au blanc, non, au Belge ou au père de l'indépendance? Ici, si nous attribuons à quelqu'un la faute, la discussion s'arrête. Il faut par contre pousser la réflexion un peu plus loin, au-delà de la faute, pour voir la gravité du problème. Ce que, vous savez, si vous êtes atteint dans votre chair, c'est possible d'aller voir quelqu'un pour soigner. Mais lorsque vous êtes atteint dans votre capacité de réagir à ce qui vous arrive, alors c'est le moment le plus difficile de l'homme. C'est le moment le plus difficile. Non, on voit un psy. Non, les psys ne peuvent régler que les questions de l'âme. Mais lorsque vous êtes atteint dans votre capacité intérieure, il n'y a qu'une seule personne qui puisse vous sauver. C'est vous-même. Donc là, on a un problème, nous avons un problème identitaire depuis 60 ans. Nous sommes le seul peuple, je veux dire l'Afrique, à continuer à garder les noms des colonisateurs. Le seul peuple. Comment ça? En Asie, il ne s'appelle pas Jean. Bah, Thomas Sankara était Thomas. Oui, je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique, je parle du peuple africain. Nous sommes le seul à garder. Ah, nous Africains. Ouais, nous, Africains. En fait, si vous prenez la RDC, c'est la même situation que partout, avec des proportions bien différentes, mais c'est la même chose. C'est les mêmes réalités. C'est la même dépendance psychologique, c'est la même dépendance culturelle. On devait faire une sorte de retour à l'authenticité. Alors, quand on dit retour à l'authenticité, c'était quoi l'authenticité? Il faut d'abord la définir. On ne rentre pas dans les chimères. C'était quoi cette authenticité? On change de prénom, on boit directement. Ça, c'est rien. C'est pas le problème. Ça, c'est comme si vous changez juste la couleur de la voiture, mais ça reste la voiture. Le problème ici, c'est d'aller beaucoup plus profondément sur la question. Qui sommes-nous en réalité? Quand on te parle, on t'appelle par ton nom, tu sens comme si on t'appelait, un peu comme si on te diminuait. Aujourd'hui, regardez la tendance. Tout le monde veut qu'on l'appelle par un nom charmant et tout ça. Vous voyez, quand on dit Christian, j'ai comme l'impression qu'on me respecte. Mais quand on dit Bossembe, j'ai comme l'impression qu'on manque de respect. En fait, on a du mal à s'affirmer. On a une crise identitaire, au fait. On a non seulement une crise identitaire, mais on a une panne identitaire. Parce qu'il y a une sorte de d'oubli entre nous-mêmes. La nuance entre la crise identitaire et la panne identitaire. La crise, vous pouvez l'incomber aux autres. Mais la panne, c'est vous-même, en fait. La crise, vous pouvez être étranger dans cette histoire. Nous sommes ici, il peut y avoir crise d'électricité. C'est pas nous, c'est la SNEL. Mais quand il y a une panne, c'est que vous avez utilisé quelque chose et c'est tombé en panne. C'est à vous-même. Le problème, c'est que nous cherchons à comprendre le problème extérieurement alors que le problème, il est en nous. Donc la dépendance, il faut l'oublier puisque nous ne l'avons pas. Politiquement, nous n'avons pas de dépendance puisque nous essayons de continuer avec le système politique tel que donné par l'étranger. Vous n'allez pas parler du système éducatif puisque vous êtes en train d'enseigner vos enfants comme on vous a appris de le faire. Vous apprenez aux perroquets et pas aux hommes. Vous apprenez aux enfants à mémoriser, pas à raisonner. Vous leur apprenez à croire, mais pas à réfléchir. Et donc, c'est un problème comme ça. Le système économique, c'est la même chose. La dépendance est de l'extérieur. Vous devez attendre que le marché vous soit imposé par l'extérieur. Sur le plan religieux, c'est la même chose. On vous a parlé d'un Jésus aux yeux bleus et vous avez cru en ces choses-là. Et vous avez cru en ça et dans tous les sens. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le problème, il est beaucoup plus profond que ce qu'on vous présente. Donc, il faut un certain, on va dire, une certaine introspection, c'est-à-dire vous vérifiez vous-même ce que vous êtes à l'intérieur. Vous commencez par changer les éléments fondamentaux, et puis voilà. Ceux qui ont été comme les messies à des Africains, ceux qui avaient un peu vu clair avant tout le monde, les Thomas Sankara, les Amilcar Cabral, les Moïse Samora Machel, les Lumumba, et récemment Kadhafi, on les a tous tués. Ouais, c'est nous, leurs frères, qui les avons tués. Ça, c'est des dirigeants, c'est pas des penseurs. C'est des dirigeants. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir été gouverné par des dirigeants, pas des penseurs. Les penseurs sont ceux qui conçoivent la vie, ceux qui donnent la vie à un État. Thomas Sankara, autour de lui, il n'y avait pas de penseurs. Il y avait des politiciens comme Blaise Compaoré, comme les autres. Il était lui-même le plus petit éliminé, mais il n'était pas entouré des penseurs, malheureusement. Oh. Kadhafi, c'est la même chose. Le médecin de Kadhafi est un étranger. Le cousin de Kadhafi est un étranger. Sa garde rapprochée, elle est étrangère. Bah, comment vous allez vous en sortir? L'élite des chasseurs d'élite sont des étrangers. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Ici, au Congo, c'est la même chose.
Donc, vous allez voir que nous sommes dans cette habitude de consommer l'extérieur. Nous oublions nos propres savants d'ici, parce qu'ils ne parlent peut-être pas français, parce qu'ils ne parlent peut-être pas anglais. Alors que l'intellectuel, c'est pas celui qui parle français, c'est pas celui qui est allé à l'école, c'est celui qui apporte des réponses. Mais le français, c'est plus facile de se faire comprendre que parler en lingala. C'est ça qu'on vous a dit, en fait. Ça c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Donc, vous croyez que la langue des autres vous fera mieux comprendre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais qui pensent en lingala. Voilà pourquoi vous pensez qu'ils parlent mal français. Puisqu'ils réfléchissent d'abord en lingala et le temps qu'ils prennent pour traduire dans leur cerveau le lingala en français, il y a la déformation de la langue aussi. Alors, devons-nous définir la définition, avoir notre démocratie propre à nous, Africains, suivant nos coutumes? C'est quoi la démocratie? Nous, on avait en Afrique le meilleur système politique qui puisse exister. C'était quoi? C'était la gouvernance basée sur les aspirations du peuple. La crainte du chef. Ça veut dire, non, en fait, c'est ça qu'on nous a fait comprendre. Ça, c'est l'effet miroir. Mais regarde le film de Chaka. Oui, mais ça, c'est un film truqué. On voit que Chaka fait tout ce qu'il... C'est un film truqué, en fait. C'est un peu comme vous dites le film de Lumumba, où on vous dit que Lumumba est rentré à cause de sa femme. C'est des films truqués. En fait, lorsque votre propre histoire est racontée par deux autres, c'est très compliqué. Vous savez, dans la forêt, les antilopes n'écouteront jamais l'histoire de la force venant d'un lion. Puisque le lion les mange, ils n'écouteront jamais cette histoire-là. Donc nous sommes les seuls à croire, à écouter et à croire aux histoires de colons. Comment vous allez croire en ces choses? Comme on dit, tant que les animaux n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse tournera toujours au profit du chasseur. Ça va être compliqué parce que là, vous voyez, par exemple, quand on vous parle de notre pays, c'est eux qui nous parlent de notre pays. C'est eux qui nous racontent notre pays. C'est eux qui nous parlent de Mobutu, c'est eux qui nous parlent de Soundiata Keïta. Ils nous ont même dit qu'on était nus, qu'on n'avait pas d'habits, qu'on s'habillait, on était torse nu, on était pratiquement nus. Ils nous ont dit ça. C'est eux qui viennent découvrir là où nous sommes. Et vous avez cru en ça, malheureusement. Et vous continuez à enseigner ça à vos enfants à l'école. C'est aberrant, c'est quand même assez drôle. Mais bon, après, il faut dire que c'est un choix que nous faisons. Le système politique, c'est le produit de la réflexion d'une société. C'est à nous de définir ce que nous voulons. Avant de parler d'un système politique, il faut qu'il y ait une culture politique. La culture politique précède le système politique. Alors là, c'est Mobutu qui nous a tué, qui a tué cette culture politique qui était mise en place par Lumumba et Kasavubu. Mobutu nous a fait rater 5 cycles électoraux. Non, mais c'est ça le problème. C'est justement ça notre plus grand problème. Nous pensons que Lumumba était le plus grand penseur. Lumumba n'était pas un penseur, c'était un dirigeant. C'était pas un penseur. Mobutu a détruit un peu ce qui était déjà en train de se construire petit à petit. Le problème, c'est que si nous allons accuser Mobutu comme responsable, on est perdu. On est totalement perdu. Mobutu, c'est qui? Mobutu, c'est un élève occidental. C'est un occidentalisé. Comme les arabisés, les typotypes à l'époque. Il est enseigné par les Blancs. Il a été, conduit par les Blancs. Placé là par les Blancs, ainsi de suite. C'est la même chose, c'est un gendarme, c'est un peu comme Kadhafi, tout le monde, tous les autres. D'abord des pions, et puis après, il se réveille après. Mobutu n'a pas détruit ce qu'il a trouvé, il a exactement continué dans la même logique, seulement qu'à un moment donné, il voulait se réveiller, mais c'était trop tard avec quand on négocie mal qu'on appelle ça le décollage, il est très difficile de reprendre pour mieux atterrir. Donc notre problème est celui-là, le système politique, il faut le construire d'abord. Nous devons voir notre âme, l'âme de notre peuple. Aujourd'hui, quand quelqu'un, même ici chez vous, s'il pleut et que la pluie entre ici, on va dire, Mboko Penza n'habite, quoi. C'est ce qu'on dit. Mboko Penza n'habite. On dit, mais Fachi Penda n'habite, quoi. Donc, quand tu vas à l'aéroport et qu'il y a un embouteillage, mais Fachi Penda, je comprends pas. Ça veut dire, dans notre tête, nous sommes dans une histoire de redevabilité avec le chef directement. Le peuple congolais, pour lui, le chef de l'État est son chef direct et c'est lui qui va rendre compte de tout ce qui se passe. Mais c'est comme aux États-Unis, Obamacare, c'est Obama, le système de santé. Non, malheureusement, en Amérique, c'est pas le cas. En Amérique, il y a un système présidentiel, mais ancré dans une culture de responsabilité partagée. Vous n'entendrez jamais dans une rue une panne d'électricité attribuer ça à Joe Biden. C'est impossible. Ils savent qui est les responsables de la rue, qui est les responsables de cette histoire. Ils savent, parce que là, ils appliquent la responsabilité. Donc, qui doit en répondre? Ils savent qui doit répondre. Ils savent que la compétence est d'attribution. Ils savent que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de répondre d'une chose pour laquelle il n'est pas appelé à répondre. Le chef de l'État ne règle pas la route. C'est pas lui qui régule la route. En tout cas, surtout pas chez nous au Congo. Mais dans notre mentalité, c'est le chef de l'État qui devait le faire. Or, le système que nous avons de pensée détermine le système politique que nous voulons. Donc, nous avons besoin, en principe, d'un système présidentiel concentré. Si nous avons un système présidentiel... Là, on crée un dictateur. Oui, mais maintenant, c'est ça le problème. On crée un tyran. Non, mais maintenant... Un despote. Ne tombez pas dans les termes.
Puisque c'est ça l'arme de l'Occident. Ils utilisent des termes pour vous effrayer. Est-ce qu'on me dit que la Chine est une dictature? Le Japon, on va dire que c'est une dictature? La Corée du Sud est une dictature? La Corée du Nord, on va dire que c'est une dictature? On dit ça. La Corée du Nord, la Chine, oui, ça, dictature. La Russie également. Ouais, on dit la Russie est une dictature. Mais allez voir comment ça se passe dans une dictature. Les gens préfèrent la dictature de Kadhafi que la démocratie qu'il y a aujourd'hui en Libye. En fait, le problème, c'est ni la dictature, ni la démocratie qui apporte le pain sur la table des gens. Ce qui apporte le pain, ce qui apporte le progrès, c'est ni la démocratie, ni la dictature. C'est plutôt la qualité de la gouvernance. Lumumba disait ici en son temps, le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple a besoin du pain et du progrès. Est-ce que nous suivons le pain ou nous suivons le progrès? On ne suit pas, on est dans une sorte d'électocratie, c'est-à-dire la gouvernance des élections qui finalement ramène que les faibles au niveau de la société, à la société. Parce que depuis un certain temps, si tu veux, il se développe un autre système politique. Ce qu'on appelle l'ineptocratie. L'ineptocratie qui veut dire? Qui veut dire la gouvernance des inaptes. Oh. C'est-à-dire, vous êtes gouverné par des inaptes, par des gens qui n'ont rien à faire en dehors de la politique et qui sont soutenus par des gens désespérés qui n'ont plus rien à attendre de la politique. Et donc, du coup, les élections ne sont plus le rendez-vous démocratique, mais c'est plutôt un marché où l'on vend des voix contre des biens. Donc, devons-nous supprimer les élections et avoir un seul chef et puis c'est tout? Non, excusez-moi, c'est très facile de penser qu'il faut supprimer les élections. On ne supprime pas les élections, on les rationalise tout simplement. Rationaliser les élections, ça veut dire ceci. Ça veut dire enseigner au préalable les élections. Il faut qu'il y ait une campagne de civisme électoral. Pour qui vous votez, pourquoi vous votez, quand vous votez, comment votez-vous? Mais ça se fait. Non, ça se fait pas. On vote des gens... Dans les médias. Attendez. Mon frère, comment tu peux imaginer qu'au Parlement, qu'on dise qu'un honorable est un mannequin du Parlement? Est-ce que tu peux comprendre cette imbécilité? Au Parlement, il y a des mannequins là-bas. Est-ce que tu peux imaginer ça? On dit la beauté du Parlement. Et puis, il s'enorgueillit. Mais tu peux imaginer, c'est-à-dire vous avez touché le fond, quoi. Donc, c'est là qu'on parle maintenant des mannequins. C'est là qu'on parle, et vous avez des titres qui n'ont rien à voir. J'ai entendu l'autre fois, on disait, attends, vous finissez quoi, Parlement? Je comprends rien. Donc, ça dit que... Ah, vous aimez la réserve de la République, des titres pareils. Mais s'il y a réserve de la République, c'est quoi l'oubli de la République? En fait, les gens oublient l'essentiel. On est dans ce qu'on appelle la titromanie. C'est le titre qui intéresse les gens. Ce sont bref, des choses qui, à un moment donné, ça te fait perdre la tête, quoi. Donc, c'est ça l'élection. Aujourd'hui, l'élection devient une mangeuse de l'élite et une conservatrice des idiots. Et ça produit à l'après l'idiocratie. Je vous explique. Si vous êtes débile, tellement débile que possible, vous avez plus de chances de gagner une élection à côté d'un professeur d'université. Parce que vous avez les langages que la population comprend, vous avez les termes qu'il veut. Aujourd'hui... Mais le débile, c'est communiquer. Non, oui, Hitler a su communiquer pour qu'on puisse gagner les élections d'une manière démocratique. Hitler n'était pas débile. Hitler, c'était un homme extrêmement instruit, extrêmement intelligent. Il n'était pas simplement éduqué, il n'avait peut-être pas des valeurs positives, mais c'était quelqu'un de terriblement intelligent. Vous n'allez pas comparer Hitler à vos hommes ici. Non, le problème ici, c'est que d'abord, pour être voté, il faut avoir été chanté par une chanson. Donc, on commence d'abord par faire la campagne du nom de la personne. Pas de son cerveau, pas de ce qu'il connaît, mais d'abord de son nom. Et on peint le tableau comme ça. Voilà pourquoi nous avons des sociétés basées sur des hommes forts, des hommes providentiels, au lieu de baser la société sur des hommes qui apportent des réponses à des questions. Vous ne pouvez pas imaginer comment vous avez 500 députés à l'Assemblée nationale, mais vous avez encore des quartiers qui n'ont jamais vu l'électricité depuis 60 ans. Mais c'est pas le boulot du député. C'est pas le boulot du député de faire quoi? Oui. C'est l'énergie. Non, les députés sont... Mais j'ai fait contrôler le gouvernement. Je suis très content que vous puissiez parler de contrôler. Mais ils contrôlent quoi quand vous n'avez pas d'électricité? Alors que les cahiers des charges du ministère de l'énergie, c'est d'apporter l'électricité. Que fait ces députés-là? C'est pas possible cette histoire. On ne demande pas à un député d'aller construire des routes, non. On demande à un député de contrôler la personne qui est chargée de construire des routes et qui ne l'a pas fait. Mais ils ne le font pas. Nous sommes avec Christian Bossembe dans cette place à de grands hommes. Nous allons passer. On va prendre, vous allez encore tirer une autre lettre. Alors. Tirer une autre lettre pour, c'est la place des grands hommes, cette émission qui se déroule comme ça. Donc, l'invité, c'est lui, au fait, donc c'est la Providence qui choisit les sujets et on essaie d'en débattre. C'est la seule émission qui vous autorise, qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. La lettre, elle est... Ah, la lettre est B comme Bossembe.
B comme Bossembe, oui. B comme bonheur, oui. B comme Bible, oui. B comme Bible. Ouais. Dieu est-il dans la religion? Non, il est partout sauf dans la religion. Partout sauf dans la religion, comment? La religion est une perdition. Perdition. La religion, c'est une manipulation des hommes. C'est leur volonté à eux de définir les créateurs. C'est une arnaque. La religion est une arnaque. Une vraie arnaque. Wow. Puisque là, vous avez des gourous qui vous disent qu'ils connaissent Dieu mieux que vous. C'est extrêmement aberrant. La religion est même contraire à la spiritualité. Comment ça? La spiritualité, c'est Dieu. C'est la grandeur de Dieu. C'est tout ce qui se rapporte à Dieu. C'est ça la spiritualité. Alors que la religion, c'est un chemin que les hommes ont mis la en voie place. à suivre. Non, c'est un chemin. Pour rencontrer Dieu. Non, non, que les gens ont mis en place dans l'espoir de connaître Dieu. On crée de toutes pièces. Alors là, vous avez, c'est un peu comme Mazda, si vous permettez, les créateurs de Mazda. Mais c'est Mazda maintenant qui pense comment construire son concepteur. Comment une créature peut-elle se donner les luxes d'aller chercher les créateurs sans l'aval du créateur lui-même? La spiritualité se fonde sur deux choses fondamentales. Comment? La conscience et l'amour. La conscience de connaître que c'est la spiritualité et l'amour d'aimer tout ce qui vit avec vous. Alors que la religion vous met loin de toutes ces choses. La religion vous interdit d'être conscient. La religion vous formate pour croire. Donc on ne doit pas être réfléchir. chrétien, musulman, juste être croyant. D'abord, c'est quoi être un chrétien? C'est ça aussi le problème. C'est quoi être chrétien? Connaître, parler de Christ, c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est vivre comme Christ. C'est accepter Christ dans sa vie. C'est un état d'esprit, c'est un état de vie. Le Christ aux yeux bleus, Ce n'est pas un statut. que vous venez de le parler Christ là. aux yeux bleus est une fabrication occidentale. Alors le Christ aux yeux comment? Aux yeux marrons? Le Christ, selon l'histoire, avait la peau d'ébène. C'était pas quelqu'un d'éteint blanc, c'était un noir. Ça va surprendre plusieurs personnes, mais il est techniquement impossible que Christ soit blanc. Techniquement impossible. Comment ça? D'où il est venu? Les Hébreux. Non, mais justement, d'où il est venu d'abord. Il faut d'abord commencer par là. Il est venu d'où? Il faut voir l'histoire d'où il est venu. Et vous allez comprendre que la région où il est sorti, il ne pouvait pas y avoir de noirs. C'est pas possible pour qu'il y ait des noirs dans cette région-là. Mais ça va être un très grand débat, puisque la couleur de la peau du Christ n'est pas ce qui impacte le plus. C'est la qualité de la vie qu'il a menée et la qualité de la mission qu'il avait qui m'intéresse moi. Qu'il soit blanc, noir, jaune, moi je m'en tape. Mais la vie qu'il a menée et la mission qu'il avait, ça m'intéresse. Vous êtes chrétien? Extrêmement chrétien. Extrêmement chrétien? Mais pas comme vous, chrétiens d'aujourd'hui, des dimanches et des rendez-vous de l'église, qui avaient des photos de vos pasteurs dans leur téléphone. Chrétien du genre, l'église du Christ à la maison. Je suis pas ECM. Il n'y a pas de Christ, il n'y a pas d'abord d'église du Christ à la maison. L'église, c'est quoi? L'église, c'est une mentalité. C'est le fait de sortir de. Ecclésias, ça veut dire sortir de. Être en retrait. En permanence, être en retrait. C'est ça. Le chrétien, le vrai chrétien, aime son prochain. Le vrai chrétien aime la veuve. Le vrai chrétien protège l'orphelin. Le vrai chrétien donne ce qu'il a aux plus pauvres. C'est ça le vrai chrétien. Il ne ment pas, il ne calomnie pas, il n'envie pas ce qui appartient à lui. Et le vrai chrétien doit soutenir Israël. Pas forcément. Israël, c'est un Même pays. ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Non, Israël, c'est un pays comme tous les pays. Le vrai chrétien. Mais on voit dans nos églises, il y a le drapeau d'Israël, même si le temps de David n'est pas biblique. Mais Christ n'a jamais soutenu la politique de là où il était. Si Non, c'était la politique romaine. Si Christ était aujourd'hui, il allait être Israël était opposant. sous le joug de l'Empire romain. Donc, Christ n'aime pas la mauvaise gouvernance. Donc, tout ce qui est trait à l'injustice, c'est pas du Christ. Ah, donc en Palestine, c'est l'injustice. Je suis ni dans la Palestine, ni dans... Ah, vous avez peur en tant que chrétien. Et donc, non, c'est pourquoi je fais... Autant ne pas avoir de position. J'essaie de te faire comprendre que la justice ne dépend pas des camps. Et encore que si vous suivez la télévision occidentale, vous allez haïr le Palestinien. Si vous suivez tous les médias pro-Israël, vous allez haïr le Palestinien. Et si vous suivez tous les médias pro-palestiniens, vous haïrez les politiciens, pardon, les Israéliens. Ce que vous allez faire, c'est que d'aller lire l'histoire et de la Palestine et de l'Israël, ça va vous donner les informations nécessaires et vous allez juger. Votre question, pourquoi le monde n'intervient pas? Pourquoi on reste muet? Pourquoi le monde reste muet? Sur quoi? Face à tous ces massacres, à tout ce malheur, malheur du peuple palestinien. Et le malheur du peuple congolais, qui en parle? 10 millions de morts en seulement 20 ans. Qui en parle?
Est-ce que vous avez déjà entendu un communiqué de la Palestine parler de ce qui se passe à l'est de la République? Avez-vous déjà entendu le communiqué de l'Israël parler de ce qui se passe au Congo? Pourquoi moi je mettrais à me tuer à parler de la Palestine et de l'Israël? Je parle d'abord de ce qui se passe chez nous. On tue à Beni, à Butembo, on massacre les gens là-bas. Alors, je m'intéresse d'abord à ce qui nous arrive ici et puis après on verra ça ailleurs. Pourquoi on veut la compassion chez nous quand ça brûle? Non. Celui qui est endeuillé n'a plus de larmes pour les autres. Il a des larmes pour lui-même d'abord. Alors ne me demandez pas de pleurer la mort de quelqu'un d'autre si chez moi je n'ai pas encore enterré. Permettez-moi de faire mon deuil, après je reviendrai pour pleurer votre deuil aussi. On vous permet de faire votre deuil, et le deuil vous le faisiez quand à la prière. La religion, vraiment l'opium du peuple, surtout en RD Congo. Karl Marx disait ça en son temps, que la religion était l'opium du peuple, mais il contextualisait. La bonne église, les bonnes églises, ça existe. Les bons pasteurs, ça existe. Je connais des bons pasteurs. Non, pas forcément là-bas, mais ici aussi. Au Congo, on a des bons pasteurs. On a des très bonnes églises. Ça existe. On a des pasteurs qui sont dans des scandales. Oui, il y en a qui sont dans les scandales. Il y en a aussi qui sont dans la vérité. Mais le problème avec nous, c'est que nous regardons trop là où ça marche pas. Mais il y a beaucoup de choses qui marchent. Beaucoup de choses qui marchent. Le plus important, c'est là où vous regardez. Moi, je connais des très bons pasteurs. Je connais des gens qui sont pieux. Pour vous, les verres est à moitié plein. Il n'y a même pas question de voir à moitié plein ou à moitié vide. Ici, il est question de voir les porteurs du message. Je vous rassure encore que des bonnes églises, ça existe. Des gens qui sont restés dans le message, ça existe. Mais tout ce qui va dans l'homme, ça, ce n'est plus important. Tout ce qui concerne maintenant, voilà, les imaginations des hommes, voilà, c'est ce qui est dangereux. Aujourd'hui, dans vos églises, tout ce que vous voyez, c'est, on ne vous parle que du mariage, que de la maternité, que de voyage, et puis on amène aujourd'hui à notre concept le développement personnel. Les pasteurs sont devenus des véritables coachs. Alors, s'ils sont des motivateurs, ils ne sont plus des pasteurs. Parce que ce n'est pas la motivation qui sauve l'homme, c'est l'enseignement qui sauve l'homme. Je préfère une église où on m'enseigne qu'une église où on me motive. Parce que la motivation dépend des degrés des attaques et des degrés des épreuves. Si je suis la motivation, mais que je suis confronté à quelque chose de beaucoup plus grand que ma motivation, ma foi tombe. Mais lorsque la foi est assise sur l'enseignement, peu importe le problème, je serai toujours là. Vous entendez par exemple le pasteur, très souvent ils disent, à l'église ils disent, tu seras la tête et non la queue, et tout ça. Le Joseph de ta famille. Oui, on dit, tu vas boire des breuvages mortels, tu ne mourras pas et tout. Vous allez traverser le feu, vous n'allez pas vous brûler. Mais Dieu a dit que vous allez traverser le feu. Il n'a pas dit que vous ne traverserez pas le feu. Le chrétien d'aujourd'hui pense que quand on a Dieu, on ne souffre pas. Non. Quand on a Dieu, on souffre. Seulement, on a la garantie de ne pas mourir dans la souffrance. Comme Job. Tous ceux qui ont suivi Christ ont souffert. Tous, en commençant par lui-même. Il a même demandé à Dieu d'enlever la coupe qui était devant lui. Alors, c'est quel type de chrétien? C'est quel type de chrétien? Ça, c'était son côté humain, dans le jardin de Gethsemane. Mais Christ était humain. Il était humain quand il était sur terre. Il était Dieu quand il était au-dessus. Quand il était sur terre, il était humain. Donc, on parle de Jésus qui était humain, ayant un esprit. Donc, vous comprenez avec moi que c'est parce que les gens n'ont pas été formés. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne lisent pas les Écritures. Vous avez des chrétiens qui refusent de comprendre ces choses-là. Ils sont dans ces choses. Vous avez des chrétiens qui sont en train de travailler, mais il a peur de l'adversité. Il est comme il a peur. Ou tu es chrétien, tu dis que tu vas à l'église, mais tu es journaliste, quand on amène un autre journaliste comme toi, tu as peur. Tu commences des prières tout le matin, tout le soir. C'est la preuve de la peur. Mais quand tu es véritablement chrétien et qu'il y a un adversaire qui vient à côté de toi, tu continues à travailler comme tu travaillais avant, sans vouloir que le mal lui arrive. Puisque tu sais que ce que tu as, lui, il ne l'aura pas. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Salah. Mais on même pas face aux Rwandais, face quand même il y a des tyrans qui massacrent la population. Mais on attend l'intervention divine. C'est un peu ça. Combien aime qui a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Non, mais combien aime cette chanson de Nzambe Sala, Sala Ngolingi? Si on dit Nzambe Sala et que Dieu dit, on va notamment Piaka pendant 3 mois. En fait, c'est ça le problème avec nous. Nous pensons que Dieu est bon quand tout va bien. Non, Dieu n'est pas bon que quand tout va bien. Dieu est bon quand tout va mal aussi. Parce que Dieu était Dieu quand Moïse mourait. Dieu était Dieu quand Israël s'est passé des moments difficiles. Ça, c'est du n'importe quoi. Et puis, cette histoire d'attendre que Dieu agisse, Dieu a déjà agi. Vous savez, notre plus grand problème au Congo, c'est d'hyper-diviniser tout et c'est d'hyper-sataniser tout. En fait, ce que nous ne connaissons pas, c'est Satan. Ce qui est bien, c'est Dieu. Or, ce n'est pas ça. Il y a l'homme à l'intérieur. Entre Dieu et Satan, il y a l'homme à l'intervalle. Donc, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Quand vous dites qu'à l'est de la République, on tue les gens, et qu'après avoir tué les gens à l'est de la République, vous vous dites que ce sont les signes des temps de la fin.
Dieu veut venir, il avait dit, Alors la Bible a qu'en dit, 45, on a tué des millions de gens. quand on tue ici, ça c'est la fin du temps. Mais quand les minéraux quittent ici pour aller construire des hôpitaux de l'autre côté, c'est le début du monde. Donc en fait, il faut comprendre que Dieu est là. Mais le Satan du Congo n'est pas plus fort que le Satan des États-Unis. Et que le Dieu du Congo n'est pas un Dieu faible, un Dieu larmivore qui mange les larmes. Je me plains de tous qui vont à l'église aller prier et pleurer. Je me pose la question, vous pleurez quoi exactement? Vous pensez vraiment que Dieu a besoin que vous puissiez pleurer pour qu'il agisse? C'est quel type de Dieu que vous priez qui n'a que besoin de vos pleurs? Tu vas voir une dame en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Si on s'attarde sur ce sujet, la somme de téléspectateurs qui vont pleurer, parce que nous devons maintenant passer à... Oui, mais donc pour dire simplement que oui, il faut connaître Dieu. Oui, il faut connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, on sait que c'est un Dieu d'amour. Il est rempli d'amour. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande juste de lui donner notre vie. Point barre. Oui. Le reste, c'est à vous de décider maintenant. Le reste, c'est à nous de décider. Aussi, c'est la troisième étape dans cette rubrique. C'est à vous de prendre encore une autre lettre. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans place à des grands hommes. La seule émission que je donne l'autre à haute voix. Nous sommes ici en train de réfléchir avec Christian. Oh non, nous sommes en train de l'écouter réfléchir. Donc, c'est ça. Ok, mais si tu permets, il y a un élément que j'ai oublié de dire. Oui. Quand tu entends les gens prier en criant, c'est que Dieu est très loin d'eux. Oh. Pourquoi tu ne peux pas crier quand tu parles avec quelqu'un qui est à côté de toi? Vous dites, Azalia, Yesu Azalia, pourquoi tu cries alors? Parce qu'il est juste à côté de toi. Tu cries parce que tu sais au fond de toi qu'il est très loin. Voilà pourquoi tu cries. Hein? On te demande de prier en secret, en fait. La lettre D. Alors, c'est la lettre D. La lettre D, oui. Ouais. La lettre D, D comme démocratie, la lettre D comme diplomatie, oui. Parlons de l'actualité un peu. Blinken était ici, dans nos murs. Sa position face au Rwanda était un peu ambiguë. Alors, pourquoi ne prenons-nous pas directement la position du Mali, qui directement est allé embrasser la Russie? Ouais, mais... La République centrafricaine également, c'est même elle qui avait commencé la première. Vous savez, le Mali et Centrafrique, c'est pas comme nous. Ils n'ont rien sur leur sol. Enfin, disons, ils n'ont pas grand-chose comme nous. S'ils n'avaient rien, la France n'allait pas pleurnicher comme ça. La France regarde l'espace et les frontières que le Mali a. Le Mali a l'uranium, le Mali a beaucoup de choses bien. Mais le Mali ne représente pas des enjeux comme nous. Nous sommes placés au cœur de l'Afrique. Et si nous passons entre les mains de la Russie, il est possible que la Russie se serve de nous pour se raffermir et devenir, et probablement créer une troisième guerre mondiale. Mais l'Occident déjà se sert de nous. C'est pourquoi il faut dire maintenant... Comment ne pas changer de mari ou de copain ou d'amant? Non, le problème c'est... Parce que le premier déjà, on sait déjà, bon, il a montré toutes ses capacités, toutes ses insuffisances. Je voudrais dire un truc, mais je ne le dirai pas parce que je ne veux pas être misogyne. Mais je dois dire une chose. Vous n'allez pas continuer à chercher des boucliers. Devenez votre propre bouclier vous-même. Vous n'allez pas dire on ne veut plus être avec l'Occident qui a été un grand frère qui nous a pas aidés. Nous voulons maintenant partir chez la Russie ou le Moyen-Orient. Là, on va trouver des grands frères. Votre liberté, ça sera vous-même. C'est la capacité que vous aurez à comprendre le problème. C'est la capacité que vous aurez à analyser ce problème et c'est la capacité que vous aurez à répondre à ce problème. Le problème chez nous, comment on appelle ça, notre liberté, notre épanouissement ne viendra ni de l'Orient, ne viendra ni de l'Occident. Ça viendra de nous-mêmes. L'histoire doit être écrite par nous. Lumumba a essayé, il s'est brûlé les mains. Il n'a pas essayé, il a parlé. Il a évoqué ça pour que les futures générations prennent ça et matérialisent ça. Moi, je voudrais vous dire une chose. N'attendez rien des États-Unis. Parce que regardez, l'Amérique est dirigée par les lobbying. Ce sont des multinationales qui gouvernent l'Amérique. Mais l'Amérique a peur de l'opinion publique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous n'avons pas une arme pour bousculer l'opinion publique américaine. Vous êtes communicologue. Ouais. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à convaincre les décideurs, le peuple américain? Pourquoi n'arrivons-nous pas à les connaître? À les convaincre, on a Internet aujourd'hui. Mais que faites-vous pour construire ça? Lumumba est plus grand que nous parce que Lumumba n'avait pas Internet, mais son discours a porté. Mais que faites-vous aujourd'hui? C'est ça le problème. Quelle est notre réplique? C'est quoi notre conception de la réplique? Nous ne répliquons pas. 10 millions de morts. C'est la première fois qu'un président en parle, c'est le président Félix. C'est lui qui parle de 10 millions de morts. Mais nous n'avons pas un comité qui va légiférer et parler, concevoir ça comme en termes de plans.
Que faites-vous de tous les documentaires? C'est là où Kagame est plus fort que nous. Non, Kagame ne sera jamais plus fort que nous. Bah oui, parce que lui, il a réussi à vendre 800 000 morts. Nous, on n'arrive pas à vendre 10 millions. Non, alors moi, je ne dirai jamais, dans ma bouche, je ne prononcerai jamais les noms de l'ennemi numéro 1 du Congo. Oh. C'est pas mon truc. Qu'il soit fort ou pas fort, c'est pas mon truc. C'est ça qui s'est passé. Mais acceptez-le. Dans la maison de le voisin. Non, de ce côté-là, il s'est communiqué. Non, ça c'est lui, en fait. Là, on en parlera un autre jour, j'en parlerai pas de lui. Mais je reviens sur la question de nous-mêmes, en fait. C'est à nous d'organiser ça. Vous avez un pays qui a fait 60 ans, non, pas 60 ans, on va dire, un pays qui a fait 20 ans, de 97. En 2018, quand Kabila partait, on ne connaissait pas les chiffres exacts des gens qui sont morts à l'Est de la République. On n'en parle pas. Ni les chefs de l'État, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale, aucune institution n'en parlait. On extrapolait. Personne n'en parlait. C'était les ONG qui en parlaient. Aujourd'hui, on a quand même évolué. Vous avez un président qui va parler de 10 millions de morts. Mais que la communauté scientifique s'organise maintenant pour donner un corps aux propos du président, pour qu'on en parle. Que le côté culturel imagine des films, un mémorial. Imagine des films, imagine je veux dire, des théâtres, des scènes pour en parler. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous en faites quoi chez vous? Le Twitter, Facebook, c'est organisé pour la blague et pour la drague. Vous ne faites absolument rien avec. C'est un instrument des commérages, des racontards, mais vous ne construisez pas une image, on ne construit pas. C'est ça notre plus grand problème, notre plus grande faiblesse. C'est à nous maintenant d'aller titiller l'opinion publique américaine. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Tyson a déclaré qu'il était congolais? Oui. Est-ce que vous savez que plus de 10 acteurs américains les plus influents ont déclaré que selon leur ADN, ils étaient de Congolais? Il y en a qui sont du Bas-Congo, il y en a qui sont, je sais pas moi, de Chouapa et tout le reste. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous leur avez même appelé pour en parler? Pas du tout. Il y a Jean-Claude Van Damme, dont on ne sait pas où il est né exactement. Tantôt il est né ici, tantôt il est né de l'autre côté. Ambassadeur. Mais ça reste un ambassadeur pour nous. Mais qu'est-ce que nous en fait? C'est pas Jean-Claude Van Damme qui va aller vendre l'image du Congo parce qu'il veut. Non. Il doit avoir un contenu. Vous devez donner à ce monsieur un contenu. Vous avez des gens comme Dadju, Gims, on Damso. A Dadju ils sont nombreux. Dadju qui était en train de soutenir Tony Oka face à Martin Bakole, alors qu'il était notre ambassadeur. Non, mais là, vous n'allez pas lui sortir de son carcan. Parce que là, il est ami. C'est pas comme si Bakole s'est battu contre le Congo. Non, c'était dans un cadre sportif. C'était pas la RDC contre la France, c'était Bakole contre l'autre. Donc, on a tous soutenu Bakole parce que c'est les nôtres. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que vous donnez les passeports diplomatiques aux ambassadeurs, c'est bien. Mais donnez-leur le contenu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il ne faut pas que ça sorte de la tête des Dadju. Les problèmes du Congo sont plus grands que la tête des Dadju. Il ne faudrait pas que ça sorte de la tête des Gims. Les problèmes du Congo sont plus grands que la tête les raisonnements des Gims. C'est la même chose. Il faut qu'il y ait un comité qui puisse suivre la question. Il faut qu'on ait un laboratoire de pensée pour que l'on construise. Aussi, tous ceux qui... Bon, moi, je te laisse la possibilité de louer Kagame. Pour moi, je ne le louerai jamais. On ne loue pas un ange, on ne loue pas un démon parce qu'il a fait tomber des édifices. Ça reste un démon. Je reviens sur la question de ce qui nous arrive ici. Regardez à l'Est de la République. Il y a des familles qui sont éplorées, dont les pères, les mères, les sœurs sont tombés il y a seulement 20 ans. Alors, il y a seulement 20 ans. Donc, il est possible de retracer toutes ces personnes-là et de faire un mémorial. Il est possible d'aller sur place et identifier qui était mort, et puis voir tout ça, pour en faire des films, des documentaires, ainsi de suite. Il est possible. Il est possible. Donc, on va dire, notre diplomatie souffre de l'absence, on va dire, de beaucoup de choses en même temps. Voyez-vous, il y a un problème d'appréciation, il y a un problème de détermination, il y a un problème de vision. Aussi, ça dérange. Donc, je crois qu'à un moment donné, pour moi, je me dis, on gagnerait beaucoup plus en orientant la chose autrement, en changeant de paradigme. Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de fabriquer des armes? Puisque Mobutu avait déjà commencé cette histoire de fabriquer les armes. Laurent Désiré Kabila a sorti 2 millions de dollars avant sa mort. Il sort 2 millions de dollars et quelques temps après, il décède. C'était à Massina qu'on allait le faire. Il y avait je crois, une métallurgie, je peux me tromper du terme, mais c'est qu'un truc là-bas. Donc, il fallait commencer à fabriquer des armes. Puisque le jour où on apprend qu'on fabrique les armes au Congo, votre petit Rwanda que vous clamez là, va se réduire en si peu de temps. Nous sommes arrivés à la fin de l'ère Kagame. Le sentez-vous? Votre monsieur n'aura plus rien à donner d'ici 5 ans, 7 ans ou 8 ans. Parce qu'on sent que la rhétorique est en train de changer. Vous avez une usine de fabrication d'or qui est construite à Bukavu. Vous avez une usine de fabrication de cuivre qui est construite, je crois, dans le Katanga.
Et le président Félix imagine créer encore d'autres usines de raffinerie, d'autres usines d'extraction. Ce qui fait que le minerai qui sortait au Congo pour aller être traité au Rwanda ne sortiront plus. Alors, vous pensez que ces gens auront toujours besoin de lui? Non, pas du tout. Ils partiront finalement. Dans 5-10 ans, si nous engençons très bien notre philosophie, si nous comprenons très bien, nous réorientons la politique. C'est multinational. Non, pas séduire, c'est de nous renforcer. Malaisie n'a pas séduit la communauté internationale. Singapour n'a pas séduit la communauté internationale. La Chine n'a pas séduit la communauté internationale. C'est des gens qui ont usé de leur intelligence, de leur capacité pour dire c'est maintenant nous et pas les autres. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire aujourd'hui. Mais on doit leur vendre. Vendre quoi? Les matières qu'on doit, Mais justement, c'est lui qui vend. C'est celui qui vend qui fixe le prix. Et il y a tout un écosystème. Le tiers-monde ne fixe pas le prix. Parce qu'il ne transforme pas. C'est l'homme blanc qui fixe le prix. L'homme blanc fixe le prix quand c'est lui qui vient prendre ça à l'état brut. Mais lorsque vous le transformez, chez vous, vous l'extrayez chez vous, il achète. Comment il achète les diamants au Botswana? Comment il achète les diamants, le chocolat en Afrique du Sud et ailleurs? Comment ils font? Vous savez, à un moment donné, la Corée du Sud était appelée des lapins. C'est comme ça qu'on les appelait. C'était des lapins. Et pendant la période où on les appelait des lapins, personne n'avait du respect pour eux. Mais il arrivait à un moment donné, les pères de la Corée du Sud ont dit non, on ne peut plus continuer dans cette logique d'être des lapins. On sera des tigres. Depuis qu'ils ont changé la ligne des tigres, aujourd'hui, aucun foyer dans le monde n'a pas un appareil venant de la Corée du Sud. Si vous n'avez pas Samsung, vous aurez certainement un Hyundai ou je sais pas moi un truc, une Hyundai. Bref, vous aurez un truc qui appartient aux Coréens. Tout ce qu'ils avaient dit un jour, aucun ménage sans la Corée. C'est à nous de décider. Nous avons tout ici. Mais seulement, malheureusement, nous avons des hommes qui n'aiment pas les Coréens. C'est notre malheur, c'est parce que nous avons tout que nous sommes comme ça. Notre malheur, c'est... Si on n'avait pas tout, on allait peut-être être mieux que comme ça. Notre malheur, c'est de mépriser ce que nous avons et de croire que le bonheur, c'est l'autre. C'est de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'utopie du passé et l'utopie du temps. Nous souffrons de ces deux choses. L'utopie du temps, vivre mieux. C'est dans l'utopie du temps, c'est avant est mieux qu'aujourd'hui. Et l'utopie de l'espace, c'est vivre mieux, c'est ailleurs. Ailleurs. Et alors qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Nous devons intégrer ça. Est-ce que si je vous disais... Intégrer ça comment alors que nos diplômes n'ont presque plus de valeur? Alors si je L'enfant doit étudier ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il va venir avec son diplôme? Et directement, il va damer les pions à ceux-là qui ont eu leur diplôme ici. Est-ce que vous savez Rien qui est dans le recrutement. Est-ce que vous savez que 3 Congolais sur 5 prient et 1 Congolais sur 4 a déjà tenté de quitter ce pays et dont l'âge varie entre 15 et 35 ans? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les plus grandes prières se font dans les églises pour demander à Dieu de partir de ce pays? Et on frappe même nos frères qui travaillent dans les ambassades d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas voir nos papiers qui sont faux et qu'on voyage. Vous savez combien de gens meurent, meurent dans la Méditerranée? Tout simplement parce que nous n'avons pas compris et intégré l'idée qu'on est mieux chez soi. J'ai vu des Congolais quitter le Congo, partir à Dubaï et aller vers le Panama, vers le Brésil, parce qu'ils veulent aller aux États-Unis. Même les enfants d'Israël n'ont pas fait tous ces trajets-là. Mais eux, ils veulent le faire pour aller aux États-Unis, parce qu'on leur a dit que là-bas, c'est mieux. Or, quand vous arrivez à l'étranger... L'herbe est verte là-bas. Quand vous arrivez à l'étranger, vous subissez le racisme. Vous savez pourquoi le racisme? Ces gens-là disent, ces ponts sont construits par nos pères. Ces édifices que vous louez sont construits par nos pères. La démocratie que vous louez là, elle est construite par nos pères. Nos pères sont morts pour ça. Et pourquoi vous quittez chez vous pour venir chez nous? Le plus important chez nous, c'est d'imaginer un mécanisme de vivre ici chez nous. Le Congolais ne veut pas travailler lui-même. Vous allez voir quelqu'un qui a des mèches dans la tête de $450, mais ne sait pas se payer les études de $200. Vous allez voir quelqu'un qui a un iPhone un iPhone 1300 un iPhone $1300, mais ce monsieur-là fait encore le pied. Il n'a rien pour faire entrer. C'est de la sorcellerie d'avoir un téléphone de $2000 et quémander $500 le matin. C'est de la sorcellerie. 500 francs. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie d'avoir des mèches et des chaussures qui égale à un moment donné $200 ou $350, mais que vous n'avez pas les frais académiques qui ne coûtent que $200. C'est de la sorcellerie. Les gens comme ça, il ne faut pas les aider, il faut prier pour eux. Instant télé, c'est la toute dernière rubrique de cette émission. Monsieur Bossembe, je vous appelle à me rejoindre ici. Oui, notre télé. Ouais. Oui, qui fait partie du décor. Vous pouvez zapper un peu. Là. Oui. Après. Qu'est-ce que cela vous rappelle?
j'ai pas utilisé ces Vous télés. touchez et puis vous parlez. J'ai pas utilisé ces télés. Je crois avoir été très jeune en ce moment-là et qu'on nous interdisait de les toucher parce que c'était précieux pour papa. Donc c'était précieux pour lui. Mais ça rappelle l'ancien temps. Oui. Ça rappelle le bon moment passé à l'époque où on n'avait que ça ou rien. Donc ouais, mais nous malheureusement on est habitués avec ce qui est plus grand là-bas. Aujourd'hui. Ouais. Et ça rappelle toute la famille réunie. Donc ça rappelle le moment où les réseaux sociaux n'existaient pas, où la discussion était à la maison, où on pouvait parler. Où les relations étaient humaines. Très humaines parce qu'on était tous obligés de regarder la même télévision. Ce qui faisait que papa et maman et les enfants connaissaient la même série, connaissaient les mêmes histoires. Et ça pouvait développer encore une sorte d'interaction. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle quand mon fils, ou je vais dire même ma femme, quand ma femme me parle de novelas, je comprends absolument rien. Quand je lui parle, par exemple... Parce que toi, tu es ailleurs, je suis ailleurs. Elle ailleurs. Quand je lui parle, par exemple, des films, elle ne comprend pas grand-chose aussi. Quand je parle de télévision, pardon, de matchs de football, elle ne sait pas c'est quoi un hors-jeu. Elle ne sait pas ce que c'est un penalty, donc c'est la même chose. Mais ici, en ce moment, on suivait tous la même chose. Vous vous rappelez de Dona Beja, vous vous rappelez qu'on a les barbares. Le Judo Boy. Oui, voilà, c'était un peu dans ce sens-là. Mais cette télé était, on va dire, elle est plus vieille que moi. Elle est plus vieille que moi. Alors, aujourd'hui, on regarde ça. Mais à cette époque-là, on était nombreux. Mais comment est-ce qu'on suivait le match et on voyait le ballon et tout avec cette télé-ci? C'était petit, mais ça concentrait tout le monde. Aujourd'hui, les gens... C'est quoi cette magie-là? Non, c'est la même chose aujourd'hui, seulement qu'ils fêtaient le monopole. Vous n'avez que ça, vous n'avez pas autre chose. Et dans le quartier, si vous en avez, vous êtes parmi les nantis. Oui, les possesseurs. Vous êtes vraiment bien parce que tous les amis viennent chez vous. Oui. Ils sont gentils avec vous. Ils ne vous manquent pas de respect. Parce qu'on ne manque pas de respect à celui Parce qu'on a peur. À l'époque, celui qui a un ballon, on ne manque pas de respect. Oui. Et celui qui a une télévision chez lui, on ne manque pas de respect. Parce qu'à 18h, si vous n'avez pas de télé, vous allez dormir. Vous êtes obligé d'aller là-bas. Ouais. Donc vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'aller là-bas. J'imagine combien de pardons on a demandé aux gens pour aller regarder la télé chez eux. Ça, c'est noir, blanc ou en couleur? Noir et blanc. Ah, voilà. Encore noir, blanc. Oui, Christian, bon, c'est mes places des grands hommes. Vos impressions par rapport à l'émission? Très belle émission, très beau cadre. Je crois une équipe mobile. Et les jeunes, l'équipe, c'est une très bonne chose. J'estime qu'il faut... moi, je suis très content de voir les médias prendre l'ampleur, quoi. Et surtout pour un grand média comme les phares. Il faut dire que les phares, c'est d'abord les papiers. Oui, quand, le quotidien. Dans le quotidien, quand les phares vient nous rejoindre dans l'audiovisuel, c'est comme on va dire, c'est comme un aîné qui vous a appris à écrire, maintenant qui vient dans le jeu de l'oral. C'est une très bonne chose. Je crois que vous avez tout pour réussir et c'est bien. Place des grands hommes. C'est une très belle émission. Je vous souhaite longue vie, puisque après au Congo c'est seulement comme ça. Hein. Au Congo on commence et puis après on s'arrête. Mais je vous souhaite une très longue vie et je crois que ça va aller, quoi. Ah oui, donc on a notre ce qui nous sert de livre d'or. Vous allez signer, vous restez là. Okay. Donc vous allez signer, marquez votre présence d'une manière indélébile parce que ici, excusez-moi. Donc ici il y a le pasteur Jean-Claude Roger qui a réécrit, il y a le professeur Jean-Claude Voto, il y a Madiardi Diana qui avait aussi marqué sa présence. Mais j'ai pas vu Jean-Marie Kassamba, il était passé. Oui. Je vous donne aussi le stylo. Ok. Marquez votre présence ici. C'est l'émission Place à des grands hommes. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Et merci à vous tous, vous qui êtes nos téléspectateurs. Et restez branchés sur les antennes du phare. Donc la télévision, la référence d'information, le phare à télévision. Merci à vous. Nous avons reçu pour vous Christian Bossembe, qui est un analyste, qui est aussi un penseur et DG de Congo Buzz. De Congo Buzz. Oui, de la chaîne Congo Buzz. Donc, c'est lui qui est venu ici pour pouvoir un peu réfléchir à haute voix. Merci à toute la grande équipe technique que je ne cesserai jamais de remercier. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs et la grande équipe qui dirige cette très très belle chaîne. Merci à vous et j'aimerais que on prend la porte de la sortie. Merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.